Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la 27e édition du Salon à l'envers. Donc ELN a mis l'éco-responsabilité au cœur de ses orientations stratégiques et aujourd'hui avec des partenaires majeurs d'ELN, Pinga, Suez et GRDF, nous allons parler de deux sujets majeurs, la préservation de l'environnement notamment dans les milieux aquatiques, puisque vous savez que la ressource en eau est vraiment primordiale et on s'en est encore aperçu cet été avec les problèmes de sécheresse. Et le deuxième sujet, ça sera la valorisation énergétique des biodéchets pour gagner en souveraineté énergétique et on va le voir, verdir certains usages dans les territoires. Donc j'accueille sans plus tarder Déborah Souk, qui est directrice développement chez Pinga, Julien Lemel, qui est chef de projet innovation dans le domaine des déchets pour le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté chez Suez, et Philippe Trotteau, qui est directeur territorial Moselle et Meuse chez GRDF. Alors on va commencer par Déborah. Déborah, donc Pinga, bâtisseur d'avenir. Quel beau slogan. Donc Déborah, le groupe Pinga est composé de différentes filiales, mais aujourd'hui vous allez nous en présenter plus particulièrement deux. Donc je crois que vous allez commencer par nous parler de la filiale environnement. Tout à fait. Donc Pinga Environnement, en fait, ça fait partie de Pinga Agro et Industrie. L'équipe est pilotée donc par Anne Ribérol, qui, je le mentionne, est une ancienne présidente de ELN, et Arnaud Desnos, il travaille sur l'étude en fait, des milieux aquatiques en eau douce. L'équipe intervient donc principalement sur 4 axes stratégiques. Les inventaires en cours d'eau, donc c'est tout ce qui est relevé morphologique, la description des perturbations, l'inventaire des peuplements piscicoles. Un autre axe concerne l'évaluation de l'état écologique, un autre sur les études réglementaires, donc c'est tout ce qui est dossier loi sur l'eau en lien avec les ICPE, et les diagnostics des plans d'eau et les études d'impact. À titre d'exemple, nous menons les études pour les centrales nucléaires qui, au niveau réglementaire, doivent faire analyser leurs rejets. Donc il y a vraiment un suivi en amont et en aval des cours d'eau pour les poissons, les mollusques, les invertébrés et le phytoplancton. En sachant que l'équipe du coup basée à Metz est toujours force de proposition vis-à-vis des maîtres d'ouvrage pour proposer des options de gestion en tout cas plus écologiques, plus durables, en lien bien sûr avec les changements climatiques. L'équipe aussi innove, donc aujourd'hui on est en mesure de proposer des études pour tout ce qui est la mise en place en fait, du photovoltaïque flottant. Voilà, c'est quelque chose qu'on mène actuellement. Donc voilà, Pinga aide en tout cas à la décision vis-à-vis des politiques et mène aussi un volet enseignement. C'est-à-dire que nos équipes se déplacent auprès des écoles aussi pour faire connaître un peu leur expertise. Vous êtes également très présent donc, sur l'activité du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous accompagnez les maîtres d'ouvrage du coup, pour faire en sorte que ces bâtiments soient plus vertueux? Alors pour la partie Pinga aménagement et bâtiment, nous avons un pôle spécifique qui est le pôle Green. Il faut savoir que le Pinga aménagement et bâtiment, donc le siège est basé à Metz et on a en fait les équipes structures, CVC, plomberie, électricité, VRD et thermique qui travaillent en lien avec notre équipe de spécialistes. Nos équipes du coup mènent un travail collaboratif pour apporter en fait conseils et solutions aux maîtres d'ouvrage et développer des projets de plus en plus vertueux et de haute qualité environnementale. Alors notre équipe pilote des projets de la conception jusqu'au suivi des travaux et mène cette démarche environnementale qui permet la préservation de l'environnement, des ressources naturelles en suivant les différentes cibles HQE. Il faut savoir que les cibles HQE, il y en a 14.
et nous menons les études pour pousser au plus loin ces différentes cibles. Donc il y a 4 grands axes qui sont l'éco-construction, l'éco-gestion, tout ce qui est eau, énergie, les cibles confort et les cibles santé. Je prends pour exemple, voilà, j'avais une slide qui présentait le projet par exemple du Learning Center de Paris-Saclay, qui, bien qu'il soit à Paris, est complètement étudié par nos équipes de Metz. Donc c'est un des projets que vous voyez sur l'écran. C'est un projet certifié HQE qui est exemplaire d'un point de vue environnemental, certifié HQE bien sûr, avec 0 rejet des eaux pluviales, un confort d'été sans climatisation, une architecture bioclimatique, l'utilisation bien sûr de matériaux biosourcés pour une construction bas carbone. Merci beaucoup Déborah. Du coup, là, vous venez de nous focuser le marché de la construction neuve. Alors, on sait qu'en France, il y a toute la problématique de la rénovation thermique des bâtiments, notamment les bâtiments publics, les bâtiments de l'État, les bâtiments des collectivités locales. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour lequel il y a plutôt, on va dire, un peu de retard. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si vous adressez ce marché-là ? Oui, tout à fait. On intervient sur des projets neufs comme des projets de réhabilitation, d'extension, de restructuration. Aujourd'hui, on mène plusieurs projets sur le territoire avec nos équipes de Metz pour justement proposer aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage des solutions en tout cas pour réduire leur facture énergétique, pour essayer d'avoir des bâtiments moins consommateurs d'énergie. Il y a une première phase de diagnostic qui est réalisée par nos équipes pour pouvoir ensuite échanger avec nos maîtres d'ouvrage et connaître leurs besoins, leurs besoins, c'est essentiel bien sûr, leur budget pour proposer des solutions adéquates pour tout ce qui est économie d'énergie. Ensuite, il y a un volet dont je n'ai pas parlé aussi, et je reviens juste sur les slides que j'avais présentés tout à l'heure avec les différents projets. On mène actuellement quelques sujets, par exemple sur des centres techniques, des restructurations de centres techniques où justement il y a, notamment avec l'Eurométropole, il y a vraiment des besoins d'économie d'énergie, de confort, en tout cas confort d'été notamment, où on mène actuellement toutes ces études pour leur proposer les solutions. Et dans les images que vous voyez, du coup, vous avez aussi le quartier Élysée à Montigny-lès-Metz où on mène plusieurs projets en neuf comme en réhabilitation, où nos équipes travaillent essentiellement sur le volet énergétique. Et la ZAC du Sansonnet à Metz également, qui est un écoquartier. Donc tout ça pour dire qu'on travaille aussi sur des sujets en réhabilitation avec nos équipes de Metz. On propose des solutions pour avoir une démarche environnementale poussée sur l'ensemble de nos projets. Et on suit aussi les projets en réhabilitation, de démolition avec un suivi des déchets, etc. Mais je pense que ce sujet-là, on en parlera mieux que moi. Exactement, donc la transition est parfaite, merci Déborah, puisque effectivement, comme vous dites, la gestion des déchets, vous l'intégrez dans vos approches bâtimentaires, vous cherchez à l'optimiser avec vos clients, et donc on peut maintenant s'adresser à Julien Lemel de Suez et à Philippe Trotteau de GRDF, qui vont donc nous parler de biodéchets et de valorisation énergétique de ces déchets pour produire du biogaz. Ils vont en parler mieux que moi, d'autant que sur ce territoire nord-lorrain, il y a certains acteurs qui se mobilisent, notamment le Cidélon, qui réfléchit à un projet de méthanisation pour le traitement de ces déchets ménagers. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi AGEC. Julien, vous pouvez nous parler un peu de cette nouvelle loi. Vous pouvez aussi nous dire peut-être comment Suez accompagne ses parties prenantes dans le cadre de cette nouvelle loi. Bien sûr, donc la loi AGEC, elle est bien connue des gens du monde de l'environnement, avec 2 objectifs principaux. Le premier, c'est évidemment d'augmenter la valorisation matière et la valorisation énergétique
des déchets qui sont produits par les ménages et par les entreprises. Et du coup, le deuxième objectif qui est intimement lié, c'est la diminution du tonnage qu'on enfouit dans nos centres de stockage. Voilà. Donc, Suez accompagne les parties prenantes pour les accompagner, que ce soit les entreprises ou les collectivités, à respecter cette loi AGEC et à trier et valoriser les biodéchets sur leur territoire. Donc je vais vous expliquer là les différentes étapes du tri et de la valorisation des biodéchets en lien avec Philippe. Donc pour nous, tout commence finalement chez le client, chez la partie prenante, avec un tri des biodéchets à la source. Donc là, Suez intervient en tant qu'accompagnant, que ressources pédagogiques auprès des clients pour pouvoir leur offrir la meilleure solution de tri à la source pour pouvoir séparer finalement les biodéchets des autres déchets. Une fois que cette première étape est faite, et c'est pas la plus facile en fait, c'est bien ce qu'on voit sur le terrain au quotidien, on a nos équipes qui viennent collecter ces différents biodéchets aux différents points de collecte, chez les ménages ou chez les entreprises, avec des camions nouvelle génération dont je vais vous parler plus tard plus en détail. À date sur la Lorraine, pour avoir un chiffre, on collecte, Suez, 12 000 tonnes de biodéchets par an. Et on a un objectif qui va monter évidemment du fait de cette loi AGEC et de l'adéquation des clients à cette loi à 30 000 à 50 000 tonnes d'ici quelques années. Une fois que ces biodéchets sont collectés par nos camions nouvelle génération, ils arrivent sur nos centres de tri sur lesquels on a des biodéconditionneurs. Donc à date sur Lorraine, on a un biodéconditionneur en fonctionnement depuis une dizaine d'années et on a un objectif d'en mettre 2 autres en Moselle Nord et Moselle Est pour pouvoir être au plus proche finalement des sources de déchets, de biodéchets. Donc ce biodéconditionnement, en quoi ça consiste? C'est très simple. On a nos biodéchets qui sont un mélange de biodéchets emballés et non emballés. Et l'idée, c'est de séparer. On prend un paquet de jambon, on sépare le jambon d'un côté et l'emballage de l'autre. Donc finalement, on obtient ce qu'on appelle une soupe organique qui est l'ensemble des biodéchets. Et de l'autre côté, finalement, ces emballages qui sont récupérés. Donc pour la partie emballage, on en parlera tout à l'heure. Pour la partie soupe, ils sont ensuite envoyés, du fait de leur pouvoir méthanogène, en méthanisation. Alors Philippe, qu'est-ce que la méthanisation? Alors la méthanisation, c'est assez simple, c'est un processus de dégradation de la matière organique. Alors pour vous donner une image, c'est un gros estomac. Voilà, les méthaniseurs, ce sont des estomacs alors qui vont sortir 2 choses. Le biogaz, qui intéresse les énergéticiens, et le digesta, qui est un excellent engrais naturel. Voilà, alors, ce qu'on met en entrée de ces méthaniseurs, ce sont principalement des déchets. Alors, les déchets aujourd'hui, beaucoup du monde agricole, des fumiers, des lisiers, les bouts de stations d'épuration, et de plus en plus avec cette fameuse loi anti-gaspillage, demain des biodéchets. Voilà. Alors si je résume, la méthanisation, c'est transformer des déchets en énergie et en engrais. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors, quel est le rôle de GRDF là-dedans? Donc GRDF, nous on est un exploitant de réseau. Donc on va raccorder le méthaniseur à nos tubes et on va récupérer finalement ce fameux biogaz qu'on va mélanger au gaz fossile. Il va se mélanger parce que c'est exactement la même molécule de CH4 et in fine pour le client final, il va consommer du gaz renouvelable sans s'en rendre compte, sans impact, avec la même chaudière, avec la même gazinière. Et ça c'est extrêmement intéressant dans le sens où il n'y a pas d'impact sur le client final. Alors pour zoomer un petit peu sur le biodéchet, c'est intéressant parce que comme matière organique, c'est un déchet qui a beaucoup d'eau. Donc aujourd'hui, dans la valorisation, il y a un petit peu de compost, mais il y a aussi beaucoup de combustion de ce déchet-là. Brûler du déchet avec beaucoup d'eau, ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue environnemental. Par contre, amener de l'eau dans un processus de méthanisation qui en a besoin, ça permet justement de préserver la ressource en eau. Je pense que là, on a vraiment dans l'obligation de devoir le faire. Et ça permet de rendre autonome ce processus de méthanisation en eau. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a plus besoin de prélever dans le réseau d'eau potable.
Et Philippe, quels sont les bénéfices de verdir le gaz? Alors, vraiment, le premier bénéfice, il faut l'avoir en tête, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment ça. Si vous allez, donc c'est l'ADEME, c'est la base carbone qui dit le biogaz, le biométhane, c'est divisé par 10 les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gaz fossile. Donc ça, c'est vraiment le point important et c'est la priorité pour développer la méthanisation. C'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Alors, aussi aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. On voit, on est dans un contexte actuel qui bouge malheureusement, et le fait de produire de l'énergie localement, de rendre son territoire résilient, ça aura de plus en plus de valeur. On se rend compte que cette énergie locale, demain, elle aura aussi une valeur, dire j'ai une indépendance, j'ai une résilience énergétique. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui sur la Moselle, alors on a un territoire extrêmement gazier, 4% du gaz dans nos réseaux de GRDF sont du biogaz, sont un gaz renouvelable, un gaz vert. Alors, ça peut paraître faible à date, mais il faut savoir qu'on est sur une filière qui est toute jeune. Elle s'est vraiment lancée depuis 2016, cette filière de méthanisation, et c'est finalement une filière qui va très vite. Elle avance très bien, il y a une excellente dynamique. Et surtout, c'est la seule filière en énergie renouvelable qui est en avance sur la planification gouvernementale. Donc c'est quand même des signes qui sont très bons. Donc demain, mettre nos biodéchets pour faire de la méthanisation, c'est encore augmenter cette part d'énergie renouvelable. Donc ce n'est que favorable. Vous pouvez peut-être nous rappeler les objectifs de verdissement du gaz à l'horizon 2030 ou 2050? Alors les objectifs de la filière, c'est pas que GRDF, mais de la filière gazière. Donc 20% de gaz vert dans les réseaux en 2030 et 100% en 2050. Neutralité carbone, on suit la neutralité carbone en 2050. Alors vous avez parlé des avantages de verdir le gaz plutôt d'un point de vue global, d'un point de vue national, mais peut-être on peut regarder pour un territoire quels pourraient être les bénéfices. Alors comme toute filière qui se développe, il y a des intérêts économiques. Et effectivement, je l'ai dit, c'est beaucoup le monde agricole qui porte la méthanisation aujourd'hui. Donc c'est des revenus complémentaires pour le monde agricole qui vont adosser leur activité principale qui est globalement de nourrir la population. Donc c'est quand même extrêmement important qu'eux soient pérennisés. Mais demain aussi pour tous ceux qui vont faire de la méthanisation, donc les exploitants de stations d'épuration, les exploitants de biodéchets, donc tous ceux qui vont traiter ces déchets-là, ça sera des revenus complémentaires. Alors, un autre intérêt, c'est aussi l'emploi. On crée de l'emploi non délocalisable. Ces méthaniseurs, il faut les construire et surtout, il faut les exploiter. Et donc là, il faut des gens sur place qui vont maintenir et qui vont entretenir tous ces méthaniseurs. Alors après, l'extension souvent de la production de biométhane, c'est la mobilité. Faire rouler nos véhicules avec ce fameux biométhane. Alors pourquoi? Les mêmes intérêts que pour le particulier qui décarbone sa chaudière gaz. Là, on va décarboner les véhicules. Donc par rapport à des véhicules diesel, on va baisser très fortement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, parce que le gaz émet peu de particules fines, on va quasiment réduire à zéro les particules fines. Et là, on est plutôt sur un enjeu de qualité de l'air, un enjeu sanitaire. Alors, juste pour vous raconter une belle histoire, en Moselle, donc il y a le lycée Eiffel de Talange qui a un bac pro donc maintenance des véhicules poids lourds qui jusqu'à maintenant ne traitait pas les moteurs gaz. Depuis 2 ans, on est en partenariat avec eux et maintenant, les jeunes dans ce bac pro, ils traitent les moteurs gaz en partenariat avec GRDF et il y a un BTS maintenant qui s'est lancé dans la continuité du bac pro. Donc on est cette filière, elle est en train de créer de la formation et de l'emploi pour les jeunes Mosellans. Merci beaucoup Philippe. Je reviens vers vous Julien. Donc on vient d'aborder la mobilité à base de GNV, voire même de bio-GNV, puisqu'on va, grâce à la méthanisation, verdir le gaz. Chez Suez, peut-être vous pouvez nous dire aussi quels engagements vous avez en termes de responsabilité sociétale. Est-ce que vous réfléchissez aussi à la mobilité plus décarbonée? Bien sûr qu'on y réfléchit. Alors je vais vraiment me focuser sur 2 actions qu'on a niveau RSE, plutôt dans le domaine des biodéchets, vu que c'est le thème de la séquence. Donc le premier, c'est effectivement sur cette mobilité plus verte, grâce à nos camions qui sont expérimentés là sur Lorraine, en particulier à Famec et Saint-Avold récemment. Donc en fait l'idée c'est que pour faire nos collectes des biodéchets des entreprises, on allait d'entreprise en entreprise, on récupérait leurs bacs, on les ramenait au biodéconditionneur et on les vidait là-bas, on récupérait les bacs et on les ramenait à nouveau auprès des différents clients.
Là, avec ce nouveau camion, on a finalement d'intégrer un laveur de bac et un désinfecteur, ce qui nous permet de prendre le bac, de le vider dans la benne du camion et directement de laver et désinfecter le bac et de le remettre chez le client. Ce qui nous permet d'éviter un grand nombre de kilomètres parcourus et donc de tonnes de CO2 émis en lien. En plus de ça, on a évidemment des logiciels d'optimisation des tournées qui nous permettent de relier les différents points de collecte de la manière la plus efficace possible. Donc ça, c'est finalement le premier point lié à de la mobilité plus verte, d'autant plus que évidemment on passe, comme vous chez GRDF, de diesel à d'autres carburants plus verts également. Le deuxième point, je voulais revenir sur les emballages qui sont récupérés au niveau de nos biodéconditionneurs. Donc, on a notre soupe organique qui est envoyée dans les méthaniseurs, mais toute la partie emballage qui ne représente pas la plus grande partie, mais qui sont bien des déchets qui jusqu'à présent étaient enfouis dans les centres de stockage. Là, l'idée, c'est notamment pour la zone industrielle qui se trouve à Famec, on étudie en fait la récupération de chaleur fatale d'industriels locaux de proximité qui nous permettrait de sécher ces emballages rassemblés et à ce compte-là, ça deviendrait un combustible qu'on pourrait utiliser dans le sillon lorrain pour les entreprises très énergivores comme par exemple Novacarb via Novasteam. Finalement, on alimenterait leur chaufferie pour produire leur énergie et eux, en fait, on est vraiment dans une boucle vertueuse puisque eux, au lieu d'utiliser du gaz ou du charbon, énergie fossile, utiliseraient des déchets comme combustible pour utiliser leur énergie. Donc là, on voit bien qu'on est dans une boucle vertueuse où on utilise la chaleur fatale d'industriels, on crée un propre combustible à partir de déchets qui permet à d'autres industriels d'utiliser moins d'énergie fossile. Merci beaucoup Julien. Donc on arrive au terme de cette conférence. Donc on a abordé les sujets de l'environnement avec la thématique de l'eau, voilà, qui sont très importants. On a abordé le sujet des bâtiments plus vertueux, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation de bâtiments avec la rénovation thermique. On a parlé de la valorisation des biodéchets, valorisation énergétique, on a parlé de méthanisation et de mobilité au bio-GNV. Et puis surtout, j'espère qu'on vous a démontré que toutes ces filières, c'était des métiers d'avenir. Donc on s'adresse aux plus jeunes d'entre vous qui nous suivent et on espère que ça a créé des vocations puisque ces métiers de demain, ils ont besoin de jeunes talents. Et donc choisissez peut-être ces filières si vous avez envie, notamment aux jeunes femmes, puisque c'est un appel aussi qu'on a fait sur d'autres tables rondes. C'est des métiers qui s'adressent à vous toutes et à vous tous. Encore merci. Vous pouvez resuivre cette conférence sur les réseaux sociaux, sur le compte Entreprendre en Lorraine Nord. Bonne fin de journée.